Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. L'Iran connaît en ce moment un vaste mouvement de contestation populaire dirigé contre le régime. Il s'est répandu comme une traînée de poudre à travers tout le pays et au-delà de ses frontières depuis le meurtre de Mahsa Amini par la police des mœurs. Le fait que cette jeune femme, qui, au moment de son arrestation, n'était pas en train de manifester ni de tenir une posture agressive, ait été tuée pour une simple mèche de cheveux, a allumé une étincelle chez les jeunes femmes iraniennes qui n'en peuvent plus, tout simplement, des restrictions draconiennes imposées par le régime, comme l'expliquent certains experts. La mort de Mahsa a galvanisé toute une population de jeunes, surtout des femmes, qui occupent le devant de la scène dans ces manifestations et qui sont frustrées de voir leur jeunesse, leur vie, leur potentiel être violemment réprimés par le gouvernement iranien, précisent d'autres spécialistes. L'habillement des femmes signifie plus qu'un simple contrôle social. C'est le symbole d'un changement idéologique dans la nature de l'État, indiquent les islamologues. Ce que les Iraniens rejettent, c'est l'islam politique. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le voile, c'est la question des droits des femmes, des droits humains, de la liberté, de l'avenir démocratique et les revendications d'ordre économique et social, précisent des observateurs de terrain. Et c'est pour la Yéménite Tawakkol Karman, lauréate de prix Nobel de la paix 2011, le hijab est loin d'être oppressif. C'est un acte de libération, de pureté et de croyance. Pour les féministes, le hijab n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il est l'arbre qui cache la forêt. L'Union européenne, de son côté, a urgé l'Iran de mettre un terme à la répression violente contre les manifestants pacifiques, de libérer les personnes détenues et d'assurer la libre circulation des informations. Mais pour l'instant, malgré les sanctions de 11 individus impliqués dans les violations graves des droits de l'homme en Iran et 4 entités, l'État islamique d'Iran semble n'en avoir cure de ces sanctions. Pour comprendre ce qui se joue dans ce moment historique que vit actuellement l'Iran, il faut sans doute se recentrer sur les tensions qui traversent la société iranienne et que le cas de Mahsa Amini a fait exploser. Pour en parler, j'ai invité Madame Anne Morelli, historienne, spécialisée dans l'histoire des religions et des minorités, féministes et professeure émérite de l'Université libre de Bruxelles, et Monsieur Galeb Bencheikh, islamologue, docteur en sciences physiques, ancien recteur de la Grande Mosquée de Paris et président de la Fondation de l'Islam de France. Virginie Joran, membre du Parlement européen, devait être également sur ce plateau, mais a été empêchée par un important imprévu. Madame Anne Morelli, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Monsieur Galeb Benchir, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Je poserai ma première question à vous, Madame Morelli, puisque je vous ai ici dans le studio pendant que Monsieur Benchir nous a rejoints depuis Paris en France. Pourquoi, à votre avis, le rejet du voile est devenu le symbole de cette contestation en Iran? Est-ce que le voile est cet arbre, quelque part, qui cache la forêt? Alors, c'est une question complexe que vous posez là, parce que évidemment, il y a une cristallisation des oppositions et au contraire des enthousiasmes pour ou contre le voile. Moi, ce qui m'énerve fort dans cette question du voile en général, c'est cet intérêt qu'on porte au corps de la femme.
le corps des hommes, je ne veux pas dire que tout le monde s'en fiche, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, tandis que le corps de la femme, on a vraiment une énorme, un énorme intérêt sur quel est le morceau de leur peau qu'elles montrent, est-ce qu'elles peuvent montrer leurs jambes, leurs bras. Et ce n'est pas seulement dans la religion musulmane. Il y a 60 ans, c'était aussi le cas dans la religion chrétienne, par exemple. Je pourrais vous sortir des textes où on expliquait que si on montrait l'avant-bras, c'était un péché véniel, et le bras entier, c'était un péché beaucoup plus grave. Donc, c'est très énervant pour les femmes de voir toujours ces problèmes sur leur corps. Si une femme est violée, on va aller éplucher, mais qu'est-ce qu'elle avait comme blouse? Est-ce qu'elle était transparente? Est-ce qu'elle avait une jupe courte? Est-ce qu'elle avait des bottes? Si un homme se fait détrousser son portefeuille, personne ne va aller voir s'il avait une veste en tweed ou bien il était habillé en jeans. Donc le corps des femmes, c'est vraiment dans toutes les religions quelque chose qui a beaucoup d'importance. Et le voile a été pris d'une part par des traditionalistes comme leur symbole et d'autre part par des gens qui sont hostiles à l'islam, disons-le, comme le symbole de ce qui doit être arrêté, suspendu. Monsieur Benchik, Madame Anne Morelli vient d'indiquer que les femmes juives, à l'époque aussi, se couvraient le visage. Encore aujourd'hui, hein, une petite minorité en Israël se couvre. La frumka, disent-elles, parce que c'est repris de burqa, mais frumka, le costume de la honte. Elles font un vrai concours avec les musulmanes pour qui est la plus couverte, qui est la plus vertueuse. Et donc, je poursuis ma question à M. Benchik. Et par rapport aux femmes chrétiennes, la même chose. Elles se sont, entre guillemets, débarrassées de ce fichu sur la tête. Pourquoi pas encore les femmes musulmanes? Ah, chère Madame Lelièvre, elles se sont débarrassées en réalité durant une bonne partie du siècle écoulé. Je dis souvent que je mets au défi quiconque me trouverait une étudiante ou une lycéenne qui, de Jakarta à Casablanca ou de Zanzibar à Peshawar ou de Mossoul à Kaboul, allait voiler à l'université ou au lycée avant l'année fatidique de 1979, c'est-à-dire l'année à laquelle l'autocrate Khomeini a accédé au pouvoir en confisquant le pouvoir politique avec sa prétendue révolution. Donc, c'était une affaire qui a été entendue, notamment pour la jeunesse des femmes musulmanes, pour les années 50, 60 et au-delà, et surtout celles qui allaient étudier et pour acquérir le savoir. Maintenant, on est tombé dans une régression terrible parce que ça a été imposé par une volonté autocratique, et c'est pour ça que les jeunes iraniennes et les femmes iraniennes avec beaucoup de courage et qui ont notre solidarité totale veulent s'en débarrasser parce que rien ne le justifie de nos jours. Alors, vous avez évoqué le cas des textes dans la tradition juive et la tradition chrétienne. La tradition religieuse islamique se veut continuatrice dans un même prolongement naturel, ce qu'il y a dans la Torah et l'Évangile, ce qu'il y a dans le Talmud et les textes chrétiens, on en a la même chose dans ce qu'on appelle les corpus seconds, mais cela, il faudrait savoir l'adapter à son temps, et notre temps au XXIe siècle n'est pas le temps du 7e siècle en Arabie. Et donc, vous êtes en train de me dire que c'est la révolution iranienne de 1979 ou 1979 qui a déteint un peu sur le reste du monde musulman? Hélas, oui, avec des considérations géostratégiques qui ont poussé de l'autre côté l'Arabie saoudite à se montrer, si j'ose dire, plus rigoriste que le voisin pour des considérations géostratégiques, et on tombe dans une doctrine, s'il faut la définir, je la définirai,
qu'on appelle le wahhabou-salafisme. Et donc, de part et d'autre, dans une régression terrible, on se retrouve en train d'emmitoufler les femmes. Et ça, malheureusement, allons payer cher. C'est pour ça que je dis que je mets encore au défi quiconque me montrerait une femme musulmane subsaharienne qui, en dehors de son joli boubou, était voilée ou pas avant cette date fatidique. Et je mettrai au défi quiconque me montrerait une femme indienne musulmane qui, en dehors de son sari, est-ce qu'elle était emmitouflée à cette manière-là. Donc, je dis qu'il y a une part qui reste de tradition, c'est vrai, notamment en Afrique du Nord, avec le fameux voile blanc ou noir selon les villes. Ça concernait certaines femmes dites de bonne extraction. En revanche, la modernité aidant, et surtout au Caire, en Égypte, dans les pays du Levant, on n'a qu'à voir les films et on n'a qu'à voir ce qui s'est passé dans ces grandes métropoles pour voir que le voile a disparu et il est revenu en force telle une revendication de radicalisme et surtout de collusion de la politique avec la religion. Et à chaque fois qu'il y a une collusion entre le politique et le religieux, ça travaille toujours le politique, jamais l'élévation spirituelle. Très bien. Vous voulez dire quelque chose? Je voulais ajouter tout à fait dans le même sens que comme historienne, j'ai vu beaucoup de films anciens et que ce soit en Égypte ou que ce soit à l'indépendance de l'Algérie, on voit ces femmes, les cheveux dans le vent, sans parler des femmes turques, avec naturellement la révolution d'Atatürk qui avait été une révolution laïque. Et vous avez tout à fait raison, même ici, dans l'immigration musulmane en Belgique, quand on voit la manière dont les femmes étaient habillées en 1965 ou 70, comme nous disons, et la manière dont elles sont habillées aujourd'hui, il est évident qu'il y a une régression religieuse. Madame Morelli, pour revenir à l'actualité iranienne, vous pensez que le gouvernement iranien va faire, à un moment donné, marche arrière pour répondre en partie ou totalement aux revendications de ce mouvement de contestation? Est-ce qu'il peut aller jusqu'à abolir la loi de 1983 qui oblige la femme iranienne à se voiler? Et après, je demanderai à M. Benchik de nous dire, est-ce qu'il y a d'autres pays arabo-musulmans ou musulmans qui ont une véritable loi qui interdit de ne pas qui oblige la femme à porter un foulard? Alors, vous savez, les historiens, ils savent à peu près ce qui s'est passé autrefois, mais ils ne savent pas du tout prédire l'avenir. Donc, je ne peux absolument pas vous dire ce qui va se passer. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a pour l'instant une rébellion qui est une rébellion, certes, contre une théocratie, mais il y en a d'autres dans le monde. Certes, une rébellion contre une situation économique qui est extrêmement difficile, mais je dirais que l'accent qu'on met sur cette rébellion est un peu trouble, parce que, comme par hasard, on s'occupe beaucoup maintenant de la libération des femmes iraniennes et on s'occupe très peu de celle de l'Arabie saoudite, par exemple. Alors pourquoi? Ça, c'est une question politique. Évidemment, l'Iran est un des pays les moins soumis aux États-Unis, les plus rebelles aux États-Unis, qui a en plus fourni, paraît-il, des drones à la Russie. Et donc, on a tout avantage à diviser ce pays, à le faire éclater, etc., comme on l'a fait avec des révolutions orange, verte, bleue et toutes les couleurs que vous voulez, alors que les pays de l'Arabie saoudite sont des pays extrêmement amis de l'Occident, extrêmement utiles à l'Occident. Et là, évidemment, on fait ami-ami. Nous avons nos dirigeants qui vont rencontrer les dirigeants de ces pays sans aucune pudeur et sans aucune critique par rapport à la situation des femmes. Donc, vous pensez qu'ici en Occident, on en fait de trop par rapport à cette contestation? Mais elle existe, la mort de la jeune... Je les soutiens à 100%,
Mais ce qui m'inquiète, c'est l'attention médiatique qu'on y accorde, parce qu'elle n'est peut-être pas aussi innocente qu'on voudrait le croire. Ce n'est pas seulement pour soutenir l'émancipation des femmes iraniennes. Monsieur Banchik, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord, et j'aimerais que vous nous disiez, est-ce qu'il faille avoir... Pourquoi l'Iran a eu recours à une autre loi, puisqu'il y a la charia qui interdit déjà aux femmes musulmanes, entre guillemets, et vous allez nous dire si c'est vrai ou pas, de rester les cheveux dévêtus. Alors, ma chère amie, le vocable, le mot, le concept même de charia avec cette idée d'une loi drastique et dure, c'est très récent dans l'histoire. C'est au tournant du 19e, 20e, à la charnière 19e, 20e siècle. À travers l'histoire, ce n'était pas cette acception-là. La meilleure preuve, c'est que Soleiman le Magnifique, le grand sultan ottoman, on l'appelait aussi le législateur, en ce sens qu'il produisait du droit, et il y avait du droit séculier, c'est-à-dire du droit, on aurait dit, positif. Donc l'appellation de la charia nécessite un long développement, on n'a pas le temps aujourd'hui. Et c'est vrai que dans une des visions rigoristes, il y a cette idée que les femmes de bonne extraction, les femmes, les épouses des seigneurs, etc., doivent se voiler. Jamais les courtisanes, jamais les femmes de basse extraction, y compris dans la charia. Nous sommes à une époque où il y a eu l'égale dignité des êtres humains et notamment celle des femmes, donc il n'y a plus aucune raison d'y recourir. Ça, c'est déjà une première réponse. La seconde réponse, ce dont j'ai peur, c'est que, comme un peu Laurent Zaccio d'Alfred de Musset, quand il dit c'est ce meurtre qui me reste de ma dernière vertu, quelque chose comme ça, c'est la répression du régime actuel contre les femmes iraniennes qui est l'unique réponse qu'on trouve à avoir. Donc, moi, ce que je dis, c'est que de nos jours, quand bien même il y a des considérations géostratégiques, les femmes iraniennes, les femmes afghanes, les femmes opprimées de par le monde, je parle tout spécialement des Afghanes qui sont privées de leur droit fondamental à l'éducation, et les femmes iraniennes qui sont soumises véritablement à un code vestimentaire qui ne relève plus de leur libre choix, eh bien, elles ont notre solidarité la plus totale, et d'ailleurs toutes les autres femmes de par le monde. Celle de l'Arabie saoudite aussi, hein? Celle de l'Arabie saoudite aussi. Chère Madame Morelli, je ne suis pas en train d'établir un choix sélectif. Il se trouve simplement, je suis témoin, par simple témoignage, j'ai vu de mes propres yeux récemment, au mois de mai, au Palais de la Culture à Riyad, des cantatrices dans la musique lyrique, dans l'art lyrique, des femmes saoudiennes, cheveux au vent et les bras à l'air. Est-ce que c'est une généralisation pour l'ensemble des Saoudiennes? Je n'en sais rien, mais ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce que je dis? Je dis, laissant la place à la liberté, et à la liberté dans la région, que ce soit koweïtienne, saoudienne, irakienne ou que sais-je encore, et partout de par le monde, le maître mot devient le mot qui s'applique à l'ensemble des femmes musulmanes de par le monde et au-delà à toute femme opprimée. Madame Morelli, Monsieur Banchik a dit quelque chose de très pertinent. Il a dit qu'à l'époque, ce sont les épouses des seigneurs qui devaient se couvrir et les roturières, les femmes lambda, pas. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand vous allez regarder la reine Rania, l'épouse du roi de Jordanie. Je pense aussi à l'ex-femme du roi Mohamed VI, lui-même commandeur des croyants, et il dit aussi qu'il a un lien direct, un lien de famille avec le prophète musulman. Je pense aussi à la sœur de Mohamed VI. Toutes ces femmes-là sont dévêtues, elles ne portent pas de foulard. Vous allez voir les princesses et les épouses
de princes émiratis. La même chose. J'ai vu récemment, aux funérailles de la reine d'Angleterre, la princesse, l'épouse du prince qatari, en petit tailleur et en chignon. Comment vous expliquez ce paradoxe? Alors, d'une part, les gens modestes essaient toujours de faire croire qu'ils sont dans l'élite. Ça, c'est universel. Et donc, s'il est mis que les femmes exceptionnelles doivent porter le voile, eh bien, il y a beaucoup de femmes à Molenbeek ou ailleurs qui disent « Ah, mais moi, je suis de cette élite et je vais m'habiller comme ça ». D'autre part, il y a la pression, évidemment, du clergé musulman dans ce sens, une pression sociale. Alors moi, j'admire beaucoup les femmes de chefs d'État musulmans qui sont venues en tailleur aux obsèques de la reine d'Angleterre. Parce que, en fait, ça c'est la base, je dirais, de toute la convivialité, de vivre ensemble, etc. C'est que quand on est chez les autres, on fait comme eux. Et ce n'est pas vrai la plupart du temps. C'est-à-dire que il doit y avoir une réciprocité. C'est-à-dire que si j'invite mon voisin de palier qui est musulman à l'apéritif, moi je vais manger du saucisson et un vin blanc cassis, mais je fais attention à ce qu'il ait du jus et des morceaux de fromage. Mais je voudrais que quand moi j'aille chez lui, il m'offre un cassis vin blanc. Et ça, en général, ce n'est pas le cas. Et donc, moi, je suis choquée d'une chose, c'est quand notre reine de Belgique se déguise en musulmane pour aller là-bas, si ce n'est pas réciproque. Et donc, ces femmes qui ont eu le courage de prendre les habitudes du pays pour les obsèques, c'est là, elles sont dans la ligne, je dirais, du vivre ensemble. Si on va chez quelqu'un, eh bien, on se conforme à ses habitudes. Mais pas que nous devions toujours prendre les habitudes des religieux et que les religieux ne lâchent jamais rien. Monsieur Benchik, le port du voile, au fond, c'est une obligation culturelle ou traditionnelle. Que dit l'islam? Je rappelle que vous avez été le recteur de la Grande Mosquée de Paris, entre autres. Alors, d'abord, c'est mon père qui fut recteur de la Grande Mosquée de Paris et pas moi-même. Pardon. Et non, je vous en prie. Et deuxièmement, Monsieur Islam n'existe pas. Il y a des écoles, il y a des traditions, surtout dans l'obédience sunnite, qui n'a pas une autorité centrale et qui n'a pas une structure cléricale. Je voudrais simplement dire un mot sur ce qu'a dit Madame Morelli à propos du courage. Que je sache, la reine Rania, y compris dans son propre pays, le royaume hashimite, ne se voile pas, et la famille royale. Donc ce n'est pas une affaire de courage, c'est une affaire simplement de vie ordinaire et normale. Le fait de ne pas se voiler ou de se voiler n'est pas une affaire de courage, c'est une affaire de liberté. Maintenant, que dit l'islam? À supposer que Monsieur Islam existe. Il y a 2 ou 3 passages. Je dis 3 parce qu'il y a un troisième qu'on ne cite jamais, on ne va pas faire un cours de théologie ici, où 2 parlent simplement de pudeur et de fait de ne pas montrer des atours en dehors du mari, etc. Et un troisième passage coranique que personne ne veut citer et qui serait peut-être même de veine machiste de nos jours, et celles qui n'escomptent plus aucun mariage ne seront point blâmées si elles n'étaient pas voilées. Le fameux verset 60 de la sourate 24. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui a été possible à un moment donné de l'histoire doit évoluer dans le temps maintenant. Aujourd'hui, la pudeur, l'honneur, etc. ne sont pas obligés d'être matérialisés par un tissu. Je rappellerai à qui veut bien l'entendre que Abdelhamid Ben Badis, président de l'association des oulémas, les oulémas sont les savants, les docteurs de la loi, etc., était lui aussi guide spirituel du scoutisme islamique. Eh bien, les garçons étaient en Bermuda, les filles étaient en jupe. Et si elles devaient avoir un quelconque foulard, il n'était qu'autour du cou, tout simplement, comme tous les scouts
Or, il est mort le 16 avril 1940. Avant 1940, ces questions-là ne se posaient pas. Maintenant, à cause d'une régression tragique et à cause de la manipulation de la religion dont font les frais les femmes, on se retrouve en train de gloser et discourir encore une fois sur le voile, alors que ce n'est pas cela l'important dans les questions de civilisation, du progrès, de l'humanisme, de l'écologie, de ce qui nous intéresse comme être humain. On peut dire à Madame Anne Morelli que au jour d'aujourd'hui, le voile n'est plus le symbole d'une religion quelconque, mais plutôt un engagement politique. C'est ça le problème, naturellement, parce que sinon, moi, je suis absolument pour la liberté de chacun de s'habiller comme bon lui semble. Vous avez des gens qui s'habillent de façon très diverse dans notre monde, et c'est leur liberté. Donc, s'il y a des femmes qui veulent se couvrir la tête, comme le demande Saint Paul dans ses épîtres, Saint Paul demande que les femmes se couvrent la tête, ça ne me fait pas problème. S'il y a des pastafaristes, vous connaissez les pastafaristes, ce sont des gens qui, ironiquement, disent que le monde est régi par une passoire pour passer les pâtes et qu'ils considèrent que leur liberté, c'est de se promener avec ça sur la tête. Bon, c'est un peu étonnant, mais pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. Ce qui est plus dérangeant, c'est quand un costume devient un acte politique de prosélytisme. Et donc, ça ne me dérange pas dans la rue, chacun s'habille comme il veut, encore que ça fasse un petit peu problème, parce que il y a quand même des minorités qui font plus problème. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le jaïnisme. Le jaïnisme, c'est une partie de l'hindouisme, et pour eux, le maximum de la vertu, c'est de se promener tout nu. Donc, les moines du jaïnisme doivent se promener tout nus. Bon, disons que ça peut faire un petit problème dans la société, mais on doit y réfléchir. Le problème, c'est quand vous avez du pouvoir sur des élèves, sur des malades, sur des assistés sociaux, et que vous portez un signe qui n'est pas, comme vous le dites très bien, un signe religieux, mais un signe politique. Et donc, à ce moment-là, moi, ça me pose problème quand il y a cette question du pouvoir. Mais ça ne me pose pas problème dans les foyers, ça ne me pose pas problème dans la rue, encore que il me semble que la rencontre d'une dame voilée et d'un moine du jaïnisme pourrait être un sujet intéressant. Vous avez déjà entendu parler d'une certaine Tawakkol Karman? Ça vous parle ou non? Non. Alors, elle est yéménite. Elle est inféodée. Elle est prix Nobel de la paix. Absolument, elle est inféodée aux frères musulmans. Et comme m'a dit M. Benchik, elle est prix Nobel de la paix 2011, très contestée par ailleurs. Elle dit ceci, j'ai envie de la citer si vous permettez. Au début, l'homme était presque nu. Et à mesure que son intellect évoluait, il a commencé à porter des vêtements. Ce que je suis aujourd'hui et ce que je porte représente le plus haut niveau de pensée et de civilisation que l'homme ait atteint et n'est pas régressif. C'est le fait que se déshabiller à nouveau qui est une régression vers les temps anciens. Alors, qu'en pensez-vous tous les deux Alors à ce moment-là, nos pauvres hindouistes là doivent être plus proches du singe que de l'être humain. C'est absurde de croire que notre costume est le symbole d'une civilisation surtout supérieure. Monsieur Benchik, plus on est enveloppé dans des vêtements de la tête aux pieds, plus on est émancipé, civilisé, selon en tout cas la prix Nobel de la paix 2011, Madame Tawakkol Karman? Non, je ne le pense pas. C'est un argument captieux. Ce sont des allégations fallacieuses. L'idée que je me fais de la civilisation et du progrès,
c'est simplement d'être dans la sérénité et le calme. Ce n'est pas le bout de tissu ou le taux de l'enveloppe euh, d'étoffe qui donne le degré de civilisation. Au contraire, ce sont à la fois les notions de science, d'avancée éthique qui font une civilisation et non pas nécessairement le voile ou la tenue vestimentaire. Bien sûr, à mon avis, il faut peut-être tenir compte du contexte. On ne va pas se balader tout nu, il y a une notion de pudeur, et on ne va pas se balader non plus emmitouflé, parce qu'il faut tenir compte non seulement du droit, parce que si le droit le permet, il y a aussi la psychosociologie, ce qu'on appelle la psyché collective, et il y a aussi la coutume. En Europe, maintenant, avec le travail des forts courants de sécularisation, on ne se promène pas emmitouflé dans l'espace public. Madame Aurélie, vous qui êtes et vous vous revendiquez féministe, hein, Oui, tout à fait. il est dit que les féministes confondent entre le refus de l'obligation du voile et le refus du voile. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux façons objectives de traiter la question des vêtements. Ou bien, dans un pays, tout le monde doit porter le même costume, ou bien on laisse la liberté à chacun de le faire, de faire ce que bon lui semble. Alors, si on oblige tout le monde à porter le même costume, alors là, nous ne sommes pas solidaires de nos amies iraniennes. Mais si on accorde à tout le monde la liberté, nous devons aussi accepter qu'il y ait des femmes qui aiment porter le voile, ou qui aiment porter une passoire sur la tête, ou qui aiment se promener toute nue. Et cette liberté peut amener naturellement des conflits dans l'espace public. Mais je crois qu'il y a ces deux options-là, ou bien on est absolument dominateur et on oblige tout le monde à porter le même costume, ou bien on donne la liberté, mais la liberté a des risques. Monsieur Benchik, et la question sera la même question, je la poserai aussi à Madame Anne Morelli tout à l'heure. Quand vous regardez de près les constitutions de la plupart des États arabo-musulmans, vous allez trouver que ces constitutions ont consacré l'égalité entre les femmes et les hommes. Hein, mais en même temps, ils ont des codes de la famille qui sont contradictoires par rapport à ces constitutions. Comment vous l'expliquez? Parce que le droit dit positif et la loi fondamentale comme une émanation rationnelle des hommes est perfectible et elle a besoin d'évoluer, il y a des contradictions. Et la première contradiction, c'est de dire que l'islam est religion d'État. Moi, je n'ai jamais vu un État aller prier ou aller accomplir le pèlerinage ou un État jeûner. Je ne comprends pas cette notion d'État confessionnel ou d'État religieux. En revanche, la société peut être travaillée par de forts courants de sécularisation comme elle peut être religieuse. Le peuple peut avoir une option confessionnelle. Les administrés peuvent avoir ou ne pas avoir une religion. Mais l'État, avoir l'État confessionnel ou avoir l'islam comme religion d'État, cela n'a pas de sens. Donc, première contradiction. Deuxième contradiction, hélas, il y a certains codes de la famille, je ne suis même pas sûr qu'il faille codifier ce qui se passe dans les familles, mais certains codes de la famille, d'ailleurs appelés dans certains cas codes de l'infamie, minorent les droits des femmes. Ça reste un énorme travail à mener, donc ce sont des efforts considérables, des luttes pour qu'on consacre l'égalité ontologique et juridique entre les êtres humains, par-delà le genre, par-delà les options métaphysiques des uns et des autres, et surtout un énorme travail de conscience, parce qu'on a culpabilisé les consciences de certaines femmes, comme quoi si un homme regarde leurs cheveux, il va fantasmer, et elles vont périr par le feu de l'enfer. C'est de l'archaïsme. Au lieu d'investir dans l'éducation, dans l'instruction, dans une bonne éducation où on fait appel à la bienséance, à la pudeur. Les gens sont libres
d'éduquer leurs enfants, les garçons et les filles, d'ailleurs davantage les garçons, j'ai envie de dire, sur les relations harmonieuses entre les garçons et les filles, eh bien, on culpabilise uniquement et exclusivement les femmes, et ceci, finalement, est inacceptable, et ça finit par provoquer des dégâts psychologiques et surtout une culpabilisation de leur conscience. Madame Morelli, Oui. comment vous expliquez le fait que la femme, dans beaucoup ou dans tous les pays arabo-musulmans, elle est officiellement une demi-personne, elle a droit à l'héritage mais à 50%, son témoignage devant monsieur le juge ne compte que pour moitié, et puis elle est obligée de partager parfois un homme avec 3 autres femmes. Oui, alors même dans les pays les plus modernes, comme par exemple la Tunisie, il y a des reliquats de ces codes religieux. Et dans les sujets que vous venez d'évoquer, il est évident que c'est encore présent. Et donc, une jeune femme tunisienne qui travaille, qui est émancipée, etc., au moment où son père meurt, eh bien, elle ne va pas avoir la même part d'héritage que son frère. C'est tout à fait choquant, inadmissible. Alors, on nous donnera des explications en nous disant qu'au 8e siècle, c'était une bonne idée, etc. Mais aujourd'hui, c'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux qu'il y ait eu jusqu'aujourd'hui quasiment des femmes qui ne pouvaient pas conduire, des femmes qui ne peuvent pas sortir du pays sans l'autorisation de leur père ou de leur frère ou l'accompagnement d'un homme. Et comme vous l'avez évoqué, des femmes dont le témoignage n'est pas considéré au même titre qu'un témoignage d'homme. C'est tout à fait scandaleux. Nous devons nous élever contre tout ça, mais c'est le propre des théocraties et de ce qui reste de cela, même dans des États qui se veulent émancipés, ouverts, laïques, etc. Il leur reste toujours des petits vestiges de ces éléments religieux. Et je dois dire que moi, je ne connais aucune religion qui ait favorisé jamais les femmes. Les femmes dans toutes les religions ont toujours été considérées comme des seconds plans. Très bien. Je vais vous donner pour une dernière fois la parole pour conclure, chacun librement, pour ne pas refaire mon introduction. Donc, j'ai dit que M. Ghaleb Benchir a été recteur de la Grande Mosquée de Paris. Donc, ça n'est pas lui, mais c'est plutôt le papa. Monsieur Benchir, un dernier mot. Oui, un dernier mot, et l'éthique me recommande de ne pas relancer un débat à la fin comme ça. Je voudrais revenir sur 2 choses. La situation des femmes musulmanes dans les contextes islamiques, il vaut mieux parler comme ça que de dire le monde arabo-musulman, parce que là, le concept est très flou encore, vivent une situation complexe. La majorité subissent, tout ce qu'a dit Mme Morelli est juste. En revanche, il faudrait savoir que la Tanzanie est dirigée par une femme musulmane, le Singapour est dirigé par une femme musulmane, et l'Indonésie, comme pays musulman, a été dirigée par une femme musulmane, et le Pakistan, puissance nucléaire, a été dirigé par une femme musulmane. Donc la complexité de cette situation est à voir, ça nous rend optimistes. Maintenant, les questions du droit, il faut privilégier le droit positif qui rend l'égalité, la dignité égale des êtres humains par-delà le genre effective, et ne pas subir les billevesées, les fadaises, les idioties d'un droit éculé, d'une épistémée médiévale tout à fait obsolète. Et c'est pour ça que nous œuvrons inlassablement, surtout à Paris ou à Bruxelles, puisque le ciel est beaucoup plus clément au-dessus de notre tête, pour que les femmes, dans les contextes islamiques, puissent recouvrer leurs droits et vivre dans la dignité. Madame Morelli? Pour moi, le fait qu'une femme soit à la tête d'un pays n'est pas forcément quelque chose de positif pour les femmes. Je ne me souviens pas que Margaret Thatcher ait fait la promotion des femmes. Aujourd'hui, en Italie, il y a Madame Meloni qui veut remettre en question un certain nombre de droits des femmes. Donc, ce n'est pas automatique. Les femmes ne luttent pas forcément pour les droits des femmes. Et je pense que depuis Ève, les femmes sont culpabilisées et sont restreintes à un espace qui est un espace trop étroit et que les religions ne les ont jamais émancipées. Et la part du machisme et de la misogynie dans cette affaire? Eh bien, justement,
il peut y avoir des hommes qui sont émancipateurs et des femmes qui sont des femmes qui ne luttent absolument pas pour les droits des femmes. Ça arrive aussi. Il y avait même en Suisse une association de femmes contre le droit des femmes. Alors c'est étonnant, mais ça peut arriver. Donc il ne faut pas forcément se féliciter qu'aujourd'hui, en Italie ou en Tanzanie, il y ait une femme à la tête des gouvernements. Il faut voir ce qu'elles vont faire pour l'émancipation des femmes. Anne Morelli, j'ai été honorée, j'ai été très heureuse de vous recevoir à cette émission. J'espère vous réinviter à d'autres moments de notre histoire. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Monsieur Benchik, la même chose. J'ai été vraiment honorée, heureuse de vous recevoir. Et tout ce que j'ai lu de vous, sur vous, vous l'avez confirmé dans cette émission. Merci pour cette belle ouverture d'esprit. Merci vraiment. Et j'espère aussi vous réinviter très souvent et très bientôt aussi. Merci vraiment. Au revoir. Merci bien. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.